Oui, on est en direct. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire live du club comme B2B. Nous sommes très heureux avec le CFPJ, notre partenaire historique, d'animer ce club comme B2B qui a pour vocation de vous acculturer, de faire des learning expéditions, de se rencontrer, d'échanger, de partager entre pairs, essentiellement dans la com B2B. Et aujourd'hui, nous allons prendre un sujet qui vous tient tous à cœur, qui est l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas un sujet très simple à adresser parce que tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, l'idée, c'est de vous faire monter en valeur sur cette question. Mais on ne sera pas tout seul puisqu'on a fait appel à un expert du domaine reconnu et réputé au CFPJ que va présenter Agnès. Et du coup, bon, vous nous voyez, vous nous entendez. Moi, je suis Thomas Tressac du club Com B2B et de la com d'Orange, comme RSE d'Orange. Alors, pour les communicants d'Orange qui participent à ce live, attention, on va vous parler aujourd'hui de la création d'images de Midjourney, mais vous savez que la Com Group et Caroline Guillaumin ont donné des directives sur l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez, effectivement, on a maintenu ce call pour la sensibilisation de l'information. Vous pouvez effectivement travailler sur tout ce qui est création d'images sur vos PC perso et sur votre compte perso. Par contre, au niveau professionnel, c'est essentiellement destiné aux directeurs artistiques et aux webmasters et aux graphistes. Et on utilise l'outil Dinoutoo pour protéger les données. Et il y a tout un processus que vous retrouverez facilement sur la brand. Voilà, on n'utilise pas les créations d'images n'importe comment, ne serait-ce que par rapport à la marque Orange. Donc, il y a tout un processus. Donc, vous pouvez faire des recherches, des tests et tout ça, mais dès que vous voulez l'utiliser pour un usage professionnel, il faut passer par la com brand et la marque Orange. Du coup, Agnès, je te passe la parole. Je ne veux pas trop phagocyter le call. Oui, bonjour à tous. Je suis Agnès Hou du groupe Abilways. Donc, je représente le CFPJ dans le club Com B2B. Et aujourd'hui, on a fait appel à un organisme de formation frère qui est Pyramide, qui fait également partie du groupe. Pyramide est un organisme de formation qui est spécialisé dans la communication graphique. Et donc, on a invité Olivier Ekendorn, qui est là avec nous. Olivier Bonjour. porte plusieurs casquettes, à la fois consultant, ingénieur et artiste. Il marie technologie et créativité de façon originale. Dès le plus jeune âge, il s'est plongé avec enthousiasme dans l'univers sans fin du progrès et de la technologie, avec un premier coup de cœur sur la photographie. Et puis finalement, il s'est rapidement rendu compte que avec photographie plus informatique, il avait d'infinies possibilités. Et puis, il y a quelques années, sa curiosité s'est orientée vers l'intelligence artificielle et la blockchain, et le poussant à chercher comment ces technologies pouvaient encore davantage rapprocher l'art et la science. Aujourd'hui, il a bien sûr orienté son intérêt vers l'intelligence artificielle. Il s'est immergé dans tous les nouveaux outils, ceux que vous connaissez, hein, ChatGPT et puis d'autres, avec les IA génératives d'images comme Midjourney, DALL-E, Firefly, pardon, Stable Diffusion et encore bien d'autres outils d'intelligence artificielle. Et c'est donc armé d'une solide expertise technique et d'une connaissance approfondie de l'intelligence artificielle et des systèmes d'intelligence artificielle qu'il a pour ambition de rendre ces technologies accessibles à tous. Depuis plusieurs années, d'ailleurs, il partage son savoir-faire et son expertise avec des centaines d'apprenants. Il a travaillé avec les Gobelins, aujourd'hui avec Pyramide. Et donc avec vous aujourd'hui, il a pour objectif de continuer à partager son expertise, et on va voir ensemble comment l'union de l'art et de la technologie peut apporter une dimension créative unique. Donc je te laisse la parole, Olivier, pour nous parler aujourd'hui plus précisément de l'outil Midjourney. Merci Agnès. Vous m'entendez tous? Tout va bien? OK. Eh ben, merci pour cette présentation. Alors, on est ensemble effectivement, pour la prochaine heure et demie. Je vais vous parler un petit peu de tout ça pendant, une petite heure, et puis ensuite on essaiera de répondre, en direct à vos questions, parce que je suppose qu'il y en aura. J'espère qu'il y en aura. C'est un sujet où en général, on se pose beaucoup de questions, et je serai là avec plaisir pour y répondre, en particulier sur les outils de création graphique et Midjourney encore plus particulièrement. Alors, je vais essayer de nous partager une petite présentation. On va voir si ça fonctionne.
Thomas, est-ce qu'il faut valider le Ouais, partage? je le valide, mais ça ne vient pas. Ça c'est arrivé là ou... Non. Normalement, moi, je vois qu'on a... Alors, je recommence. Alors, pendant que Thomas et Olivier résolvent leurs petits soucis techniques, peut-être que vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle pour générer des images. Est-ce que vous avez déjà tenté? Et si oui, peut-être avec quel outil vous avez tenté l'expérience? Si vous n'avez jamais tenté, vous pouvez nous le dire aussi. Je crois qu'on a perdu Olivier entre-temps. J'espère qu'il va revenir se connecter. Oui, mi-journée, nous dit Christelle. Oui, Dali. Et c'est absolument horrible comme résultat. Ah bon? C'est horrible par rapport au visuel qu'il propose ou... Alors... Ouais, Canva et Photoshop, ouais, on utilise aussi, ouais. Leonardo.ai, tout à fait. Florent, oui, des visuels laids, mal fichus, bref, à oublier. Alors, si on arrive à retrouver Olivier, il va pouvoir vous montrer que l'on peut faire des visuels beaux et bien fichus. Effectivement, ça demande un peu de temps de prise en main de l'outil. Ah, ça y est, Olivier est revenu. Olivier. Olivier, tu nous entends? Agnès, tu m'entends, toi? Oui, oui, je t'entends. En fait, je vois qu'Olivier s'est reconnecté, mais on dirait qu'il a des soucis techniques de son côté. Ouais. Ah, il Est-ce que revient vous là. vous Oui, ça y est, on m'entendez? t'entend, Oui, Olivier. Ok, alors je suis désolé, mais voilà, il y a à nouveau plus de caméra parce que j'ai été éjecté. Alors, du coup, est-ce que tu peux redemander la prise en main pour qu'on voit si ça marche? Parce que ça a bloqué tout à l'heure. Ok. Entre-temps, on a fait un petit tour des outils utilisés. Apparemment, Dali, c'est horrible. alors c'est pas Quand on ça, va... c'est qu'en fait, plusieurs ont essayé, mais n'ont pas réussi à obtenir des images à la hauteur de leurs attentes. C'est surtout ça. Oui. Ah, mais ça c'est une autre chose. Midjourney, Dali, Leonardo, Canva aussi, Canva, Photoshop. Photoshop. Ok. Qui utilise alors, j'avais un petit sondage. Alors, je vais faire passer les sondages. Alors, attends, le temps que j'arrive à. Je vais essayer de partager un PDF. Du coup, si j'arrive pas à partager le. Alors, j'avais fait passer un petit sondage. Alors, qui utilise. On va commencer par le plus simple. Qui utilise ChatGPT? Voilà. Comment et si vous pouvez répondre à ça. Et du coup, je vais pas passer par PowerPoint, mais je vais passer par. C'est le sondage que tu as mis. Est-ce que vous utilisez Oui, ChatGPT régulièrement? Alors, j'ouvre les oui. votes. Donc, vous avez un onglet, normalement, sondage en haut à droite de votre écran. Et vous allez pouvoir voter. Dans le sondage. C'est partagé pour l'instant, hein, entre tous les jours et de temps en temps. Ah, il y a quand même des gens qui n'utilisent encore jamais, hein, ChatGPT.
Je conseille quand même de tester, hein, c'est assez bluffant. Enfin, si vous l'avez jamais fait, effectivement. Alors certains en entreprise ont d'autres outils similaires. Thomas, j'ai fait une demande de partage de Olivier, nouveau. là ça marche. Là ça marche. Je sais Ça pas pourquoi, marche. mystère et boule de gomme, mais voilà. Non, nous ne saurons jamais. Nous ne saurons jamais. Voilà. J'espère que je vais pas être rééjecté. Ok. Alors, 50%, oui tout le temps, oui tous les jours. Ah, d'accord, très bien. Et Et jamais, il y a quand même des jamais. Hein. il y a quelques jamais, oui, oui. Et on va demander si les gens utilisent Midjourney. Allez, c'est parti. Pour savoir s'il y en a. Du coup, est-ce que vous utilisez ChatGPT régulièrement? 30% répondaient tous les jours, 50% répondaient oui de temps en temps, 10% répondent rarement et 10% disent jamais. Donc sur 10 votants. Parfait. Alors, pour Midjourney, qu'est-ce que ça donne? Ok, nous avons une majorité de gens qui n'ont pas utilisé Midjourney. Je vais fermer les votes. Et voilà. Oui, il y a 14% d'entre vous qui ont déjà utilisé Midjourney et 86% qui l'ont jamais utilisé. Alors, on a hâte de voir, Olivier, ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut faire Ok. des images qui soient belles? Alors, est-ce qu'on peut faire des images qui soient belles? Ça va dépendre de la définition du beau qu'on a. C'est une grande question. On en reparlera tout à l'heure. Alors, je vais vous faire une petite introduction rapide. Faire des prompts, c'est pas si simple. Hein. Enfin, moi, j'ai appris à faire des prompts. Oui, alors on va pas rentrer dans le détail de comment. Alors, on rentrera dans certains détails. Ne gâchons pas pas de spoiler. Le plaisir. Je vais faire une petite présentation rapide sur une présentation générale, un petit peu sur l'intelligence artificielle. Alors, étant donné que Agnès m'a déjà présenté, je vais passer rapidement. J'ai des casquettes multiples. Je vais essayer de remettre ma caméra quand même. Est-ce que ça fonctionne? Non, ma caméra décidément ne veut pas fonctionner. Je suis désolé, vous ne me verrez pas. Donc, On te voit bien. Nous. Vous voyez ma caméra? Ouais, on te voit, ouais. Donc cherche Ok, pas. On te voit bien. Pas de retour. Ok, j'ai pas de retour écran alors, c'est pas grave. Donc là, voilà, j'ai des casquettes multiples hein, puisque effectivement, je suis ingénieur en informatique avec une passion pour la photo depuis tout petit. Donc j'ai exercé un peu ces deux métiers en faisant beaucoup de consulting technique autour des métiers de l'image et plus récemment des technologies avancées comme la blockchain ou les IA depuis une dizaine d'années. J'ai aussi exercé le métier de photographe pro auprès des grandes maisons en France, où j'ai travaillé pendant quelques années dans un studio et où on avait des clients très prestigieux et où je travaillais plutôt dans tout ce qui était photographie de nature morte. Voilà. Donc j'ai plusieurs casquettes. J'ai toujours été passionné par l'image et par la technologie. Et ces nouvelles technologies de l'image que sont l'IA sont une synthèse tout à fait bienvenue pour moi de ces technologies. J'ai beaucoup fait de formation aussi. C'est un domaine qui m'a toujours passionné, enseigné et expliqué aux gens. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Voilà, donc on va essayer de vulgariser, de démystifier. Et nous allons donc parler aujourd'hui d'IA générative. Hein. Les IA, c'est pas que les IA génératives. On parle d'IA depuis 2 ans principalement dans le grand public et un peu plus dans le monde professionnel. Et on parle beaucoup d'IA générative, mais les IA, elles sont dans notre monde et elles sont là pour y rester. Et il y a beaucoup d'IA, hein, et pas seulement des IA génératives comme ChatGPT ou Midjourney. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur ces questions-là et principalement sur la génération d'images. On va aussi parler plus particulièrement de ce en quoi ça peut concerner le B2B et la communication en B2B. Ce sont des technologies qui ont un potentiel disruptif important, hein, évidemment, dans tous les domaines.
nous allons aujourd'hui regarder plus particulièrement la génération d'images à l'unité, donc où on va générer une image nous-mêmes en la construisant, en la fabriquant pour nous, mais il y a des potentiels aussi de génération automatique qui sont un des grands axes de développement de l'IA et qui vont très certainement être parmi les plus disruptifs, hein, donc avec des possibilités de générer des workflows complets texte-image pour toucher des clients, alors peut-être principalement dans le B2C, mais c'est des domaines qui vont effectivement dans les prochaines années être très importants. Donc aujourd'hui, on va plus se concentrer sur Midjourney et la création d'images individuelles. L'idée, c'est donc de créer du contenu nouveau, pertinent. Midjourney et ses outils génératifs dans le domaine du B2B, on va principalement les utiliser pour, alors de manière générale, hein, pour la génération de texte, quand on parle de ChatGPT et autres, la création d'images pour habiller, que ce soit des rapports ou des présentations. Et l'IA va aussi nous servir, pour ceux qui utilisent ChatGPT, vous le savez certainement, à faire de l'analyse de données et de manière plus efficace. Ces outils vont nous permettre d'effectivement d'optimiser nos processus créatifs, hein, éventuellement d'ouvrir aussi ces processus créatifs à un plus grand public de gens qui n'avaient pas accès ou utilisaient peu les outils de création d'images avant, et avec des conséquences comme des améliorations de l'engagement, une meilleure analyse et des meilleures prédictions de tendance pour tout ce qui est analyse de data. Et évidemment, le potentiel, j'en ai parlé, et il est important, mais pas avec des outils comme Midjourney qui sont plutôt à l'unité, mais avec d'autres outils qui sont en train d'arriver, hein. Adobe est, par exemple, beaucoup sur ce créneau-là de personnalisation des interactions, de personnalisation des communications, principalement en B2C, hein, avec Adobe avait montré une grande campagne qu'ils avaient montée avec Coca-Cola où ils étaient capables de personnaliser 65 000 emails différents avec des images différentes, des textes différents, etc. pour 65 000 clients différents en fonction de leur profil personnalisé qu'ils avaient pu récolter. Donc là, on a des potentiels énormes en termes de communication B2C, par exemple, sur ces outils-là, puisqu'on a des possibilités de création automatique de contenu et de personnalisation de ces contenus. Midjourney, c'est plutôt un outil qui est destiné à la création personnalisée, donc où on n'a pas d'automatisation, ce n'est pas un outil, on le reverra et j'en parlerai, qui est destiné aux professionnels à la base, hein. Ils font rien pour attirer les professionnels, c'est pas une entreprise qui se destine aux professionnels de la communication ou aux gens du marketing, pas du tout. C'est vraiment une expérimentation avec un objectif qui est bien au-delà de l'image, j'en reparlerai, mais c'est un outil que nous pouvons quand même utiliser largement. Et je ne sais pas si enfin voilà, toutes les images de la présentation ici sont faites par exemple avec Midjourney, toutes les images, hein, y compris celles où il y aura des personnes tout à l'heure. Et donc, on peut très largement utiliser cet outil pour réaliser des images qui vont nous servir dans les présentations, les rapports, la communication sur les réseaux, etc. Même si l'objectif principal et initial de l'outil n'est pas là. Donc l'intérêt, hein, c'est l'usage des prompts des images éventuellement pour générer d'autres images. Un des gros intérêts, et ce sur quoi se base et se repose Midjourney aujourd'hui, c'est sa communauté. C'est vraiment un outil communautaire, donc où les gens discutent des potentiels de l'outil et où on peut accéder assez facilement aux générations que les autres ont fait, de façon à regarder un petit peu comment ils ont construit leurs images et donc à apprendre mieux à utiliser l'outil. C'est un outil qui est tout jeune, hein, 2022. L'évolution entre 2022 et début de l'année, donc avec la dernière version qui a été lancée en début d'année, est phénoménale. En 2 ans, l'outil a vraiment acquis des capacités de génération qui sont incroyables. Et donc ces capacités de génération, hein, on est bien loin de l'expérimentation que vous voyiez encore il y a 1 an où on avait du mal alors on a encore du mal avec des détails comme les mains ou des choses comme ça, mais de moins en moins, et très certainement que d'ici 1 an ou 2, la totalité des images issues des outils comme Midjourney seront tout à fait
on ne pourra plus les distinguer d'images qui ont été réalisées par d'autres manières, que ce soit de la photographie ou des créations graphiques. Donc voilà, déjà aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à différencier ces images et demain, elles seront quasiment parfaites. Alors, pour récapituler, hein, vous voyez par exemple la petite image là, c'est une image qui sort de Midjourney telle quelle, hein, pas de retouche derrière, elle est promptée comme ça, elle sort comme ça. Donc, en quoi Midjourney peut s'adapter à nos besoins spécifiques dans le B2B? Alors, on est effectivement dans des particularités par rapport à une communication B2C où les IA entrent de plus en plus aussi dans les types de communication avec des cycles de décision plus longs, mais quand même des besoins de personnalisation aujourd'hui de plus en plus important. Alors, on a des besoins de cohérence de marque qui ne sont pas forcément évidents à maintenir dans un outil comme Midjourney, hein, puisqu'encore une fois, il n'est pas conçu pour des professionnels. Il ne se pose pas ce genre de questions, hein. Les questions de charte graphique et de cohérence ne sont pas du tout la problématique des créateurs de Midjourney, mais il va falloir faire avec pour quand même, nous, essayer de construire des images cohérentes. Voilà, voilà. L'idée, c'est quand même, de créer, des visuels, dans lesquels on pourra, se différencier et effectivement grâce à Midjourney, on peut créer, sa propre, son propre environnement visuel et contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'impression quand on utilise Midjourney, quand on le maîtrise, on peut vraiment réaliser des images très, très différentes les unes des autres. Alors, c'est pas facile à maîtriser. C'est un outil qui est à la fois, simple d'accès et difficile à maîtriser, hein. C'est assez paradoxal. Je vous en reparlerai. On peut pas se rater avec Midjourney, il fait toujours des belles images. Par contre, une vraie maîtrise de l'outil, ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel et ça sera à mon avis réservé à des professionnels, uniquement qui feront ça tout le temps. Si on veut vraiment aller dans, l'utilisation optimum, de l'outil. Mais on peut l'utiliser très facilement pour, faire des choses, très belles si on a des objectifs, on va dire raisonnables. Donc effectivement, hein, aujourd'hui dans le B2B, on a aussi, une demande de communication plus exigeante. Donc ces outils-là vont être, un remplacement efficace aux images de stock qu'on pouvait utiliser jusqu'à présent. Qu'en est-il donc plus particulièrement de Midjourney? Alors j'ai commencé à en parler. Midjourney, ce n'est pas un outil qui est destiné aux professionnels, de la communication. C'est peut-être même pas un outil qui est destiné aux professionnels de la fabrication d'images. C'est, une machine à rêve. Le PDG de Midjourney le décrit comme un monde d'imagination liquide, a world of liquid imagination. Donc c'est vraiment un outil d'exploration de l'image, un outil d'exploration de la créativité. Heu, leur, leur objectif final, c'est pas de créer de l'image fixe, c'est de créer des mondes virtuels, dans lesquels on pourrait s'immerger, et qui seraient, réalistes. Donc ces mondes, qui seraient générés uniquement par de l'IA. Alors, on en est loin aujourd'hui, mais c'est l'objectif et la 1re étape, c'est la création, d'images assez réalistes et d'images qui soient dans l'exploration des mondes visuels. Du coup, la plateforme et l'access sont pas forcément adaptés aux professionnels. Les grands comptes sont pas forcément faciles d'accès parce qu'il y a des problèmes d'abonnement. Il y a à la fois des contraintes d'abonnement qui sont imposées aux gens du business et des contraintes techniques qui font qu'ils sont voilà, ils accueillent pas forcément, avec plaisir, ils font rien en tout cas pour accueillir, facilement, les gens qui veulent se servir de cet outil, professionnellement ou pour le business. C'est pas du tout leur objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, Midjourney, c'est un lab de recherche. Ils ont, plusieurs, dizaines de millions d'inscrits, qui sont
majoritairement des gens qui sont pas des professionnels et qui explorent les univers visuels avec eux. Il y a une vraie demande de participation à la communauté qui est aussi importante de la part du lab, avec des valeurs bien affirmées. Et donc, voilà, c'est un outil très particulier, mais c'est un des outils qui aujourd'hui, c'est aujourd'hui un des outils qui est les plus faciles à utiliser en termes de prompt. Je vois une question, comment on prompte Midjourney? Eh bien, il suffit d'écrire ce qu'on a envie et une image belle va apparaître. Après, par rapport aux autres outils de promptage, c'est assez facile à faire des belles images. Je verrai tout à l'heure. Il y a aussi, j'aime beaucoup cette question, hein, comment on prompte un outil. Il y a cette idée aujourd'hui que il faudrait apprendre à prompter. Alors oui, il y a des choses à apprendre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont les gens présentent ça de manière générale. Il faut surtout apprendre comment fonctionnent ces outils de manière générale et on va comprendre comment on les prompte. C'est plus de l'alchimie que de la technologie. Hein. Prompter Midjourney, c'est surtout regarder comment les autres font et connaître les bons mots pour donner les bons concepts. C'est plus de la cuisine que de la technique. Hein. Et les IA fonctionnent comme ça et c'est intrinsèquement le fonctionnement de toutes les IA d'ailleurs, hein, elles sont fabriquées comme ça. On ne peut pas savoir, ce sont des boîtes noires, hein, on ne peut pas savoir le résultat avant d'avoir essayé. Donc prompter une IA, c'est surtout faire beaucoup d'essais. Et je vais vous montrer des exemples tout de suite derrière, vous allez voir. On peut obtenir des résultats assez intéressants dès le départ. Midjourney n'est pas fait pour construire des images précises. Ce n'est pas un outil de création graphique, c'est un outil de création, de rêve, mais ce n'est pas un outil qui est fait pour des designers graphiques pour fabriquer des images qu'on aurait en tête. C'est pas du tout fait pour ça et c'est pas du tout, il n'a pas été conçu ni fabriqué pour ça. Les outils d'IA aujourd'hui qui vont s'adresser aux spécialistes du graphisme sont des outils qui vont rester plutôt à base d'entrée images, donc il va falloir dessiner des choses, il va falloir conceptualiser des choses plus que prompter. Le prompt n'est pas une bonne interface pour fabriquer des images concrètes, hein, ça on s'en rend compte depuis 2 ans. C'est très difficile de faire comprendre à un réseau de neurones avec des mots ce qu'on a dans nos têtes, puisque le réseau de neurones, lui, il est entraîné d'une certaine manière avec donc l'IA va être entraînée d'une certaine manière avec une certaine vision qui n'est pas forcément celle que nous on a dans notre tête. Hein. L'IA, je ne fais pas d'anthropomorphisme, hein, mais l'IA, sa personnalité et sa vision des choses qui lui sont propres, et donc elle ne va pas comprendre ce qu'on veut forcément, elle va faire ce qu'elle a envie de faire, enfin, ce qu'elle a compris de ce qu'on voulait, et c'est pas forcément ce que nous on veut. Et c'est pour ça que le prompt, c'est pas forcément la meilleure manière de faire les images les plus précises, et Midjourney n'est pas un outil pour fabriquer les images qu'on a dans la tête. C'est un outil qui va nous inspirer, voilà. Donc l'idée, c'est ça, hein, on a des limites, hein, on ne peut pas reproduire fidèlement d'éléments existants, hein, vous ne pouvez pas reproduire une ville. Si vous promptez Paris, vous aurez des éléments qui ressemblent à Paris, mais vous aurez parfois 2 tours Eiffel. Si vous ne pouvez pas rentrer un produit particulier dans Midjourney et demander à Midjourney de reproduire ce produit dans des images créées par Midjourney. On n'a pas de contrôle sur les détails, on n'a pas de contrôle forcément sur l'ensemble des éléments dans l'image. On a la nécessité d'itération. En général, on n'obtient pas du premier coup ce qu'on veut. Si les images qu'on crée, on peut créer des images très facilement, de très belles images très facilement, et c'est là où on a l'intérêt par rapport à une banque d'images. Par contre, si on veut avancer et créer son style et avoir une vraie maîtrise de l'outil, la courbe d'apprentissage est quand même relativement élevée. Alors, pas très élevée, je trouve, par rapport à de la création d'images, mais il faut quand même avoir une petite culture de l'image, c'est quand même bien. Moi, je donne des cours et il faut quand même 2 bonnes journées de cours pour que les gens commencent à maîtriser un petit peu de manière avancée l'outil, même si au bout de 10 minutes, on peut créer ses premières images. Voilà, évidemment, pas d'intégration d'éléments de charte graphique, hein, il va falloir faire avec. On peut intégrer des couleurs de manière générale,
Vous voyez, là, j'ai de l'orange dans ma présentation et des images qui sont oranges, mais je n'ai pas d'outils précis de gestion des chartes graphiques. Voilà. Donc ça, ce sont les limites. Donc alors, à quoi ça va nous servir? Alors, ça va nous servir principalement à de l'inspiration visuelle, à la création visuelle pour les médias sociaux, à de l'illustration et à l'exploration de concepts. Ça doit être complémentaire avec les outils existants. Hein. Voilà, on peut continuer à utiliser nos outils existants. Ça ne remplace pas un outil de création graphique en entier. Il va falloir donc l'intégrer et utiliser des stratégies complètes pour intégrer cet outil dans nos workflows de création. C'est un outil qui va être très intéressant en termes de collaboration avec les humains. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il ne va pas nous faire des choses toutes faites. On va vraiment collaborer avec lui pour développer des concepts et des idées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie ressource communautaire. On va pouvoir aller regarder ce qu'ont fait les autres et nous en inspirer aussi. Voilà. Alors, après cette rapide petite présentation, nous allons passer sur Midjourney. J'espère que le partage va se faire correctement. C'est parti. Attention. Ça a l'air bon, Olivier. Ok, j'ai l'impression que c'est bon. Oui. Voilà. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le site web de Midjourney. Alors, traditionnellement, Midjourney s'est lancé sur Discord. Discord, c'est une plateforme de communication un peu comme Slack pour les entreprises, mais qui était destinée aux gamers, donc voilà, un public assez jeune, avec une interface qui était pas forcément d'accès facile. La particularité de Midjourney sur Discord, c'est que pour y entrer, c'était pas évident. Donc, ils sont en train de lancer une plateforme web. Elle est en alpha. Elle devrait ouvrir bientôt. Donc, pour le moment, si on s'inscrit sur le web, on peut s'inscrire depuis, je crois, 2-3 jours via un compte Google sur la plateforme web, mais on n'a pas encore accès à la création d'images via la plateforme web si on n'est pas inscrit depuis un certain temps sur le Olivier, Discord. Si je comprends, elles sont en open source, appartiennent à tout le monde. Alors, ça, c'est une question dont on va parler tout à l'heure à la fin, mais c'est une question qui n'est pas tranchée. D'accord. Puisque Midjourney demande de respecter le droit d'auteur et que le droit international aujourd'hui semble s'orienter plutôt vers une vision assez étrange du droit d'auteur qui serait en fonction de l'outil, votre droit d'auteur change. Donc, je ne sais pas comment ça va s'appliquer dans le futur aux autres technologies, s'il va falloir dire maintenant aux photographes que parce qu'ils utilisent un appareil photo, qu'ils appuient sur l'appareil photo, c'est l'appareil photo qui fait les photos, mais il semblerait que les outils d'IA soient pas égaux aux autres outils. Enfin, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que la vision des IA par le monde politique et juridique me semble pas très arrêté aujourd'hui, et ils ont l'air de considérer que parce que ça s'appelle une intelligence artificielle, c'est quelque chose de différent d'un outil informatique classique, alors que ça ne l'est pas. Je reviendrai tout à l'heure sur ces questions-là, mais je pense d'ailleurs que le terme intelligence artificielle a été très mal choisi, parce que les gens qui ont choisi ce terme dans les années 50, qui étaient des chercheurs principalement en mathématiques et en informatique, étaient beaucoup moins exigeants que nous aujourd'hui avec l'attente en intelligence. En gros, l'intelligence artificielle telle qu'il a été définie, c'est ChatGPT. Nous avons l'intelligence artificielle aujourd'hui telle qu'il a été défini par Minsky et autres à Dartmouth en 1956. Donc là, c'est bon, le problème il est réglé. Je pense que ces outils-là, il faut les appeler des outils de création. J'aime beaucoup le terme de machine learning, donc apprentissage automatique. Donc l'idée que des ordinateurs et des algorithmes surtout, parce que l'idée, c'est que c'est plus de la mathématique, encore plus poussée que de l'informatique simple. Ces ordinateurs peuvent apprendre tout seuls. Et c'est ça le sens, c'est-à-dire que ces images-là, elles ne viennent pas d'une base de données quelconque, elles ne viennent pas d'Internet directement. C'est l'ordinateur qui a appris en regardant des milliards d'images. Donc nous avons ici affaire à une machine qui sait faire des images. Donc comment elle fait ces images ? Donc vous aurez accès au site web bientôt.
Je ne sais pas quand, mais je vous conseille vraiment, pour ceux qui n'ont jamais essayé Midjourney, d'attendre que le site web se lance et soit accessible. Vous pouvez déjà vous inscrire, vous pourrez déjà vous abonner, mais là, pour le moment, il faudra quand même retourner sur le Discord pour faire des images. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est assez barbare et que ça ne va pas. Enfin, c'est un environnement quand même qui est très particulier, Discord. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, sinon ça nous prendra les 3/4 du webinaire. Donc, je vais vous présenter le site web qui est beaucoup plus accessible et qui sera donc accessible très certainement dans les prochaines semaines, je pense même avant la fin des vacances, pour tout le monde. En tout cas, il est déjà depuis une semaine accessible via Google. Donc, vous pouvez vous inscrire avec un compte Google et il sera très certainement accessible en création. Ici, vous aurez accès à Imagine dans pas longtemps. Alors, l'intérêt de Midjourney, c'est qu'il est par rapport à d'autres IA créatives d'images optimisé pour toujours donner des belles choses. On voit qu'un prompt assez simple, si je prends un prompt ici qui est juste Simple Pixels and Dot Profile Portrait, il vaut mieux prompter Midjourney en anglais. Midjourney a une compréhension très limitée, on va dire, d'autres langages. On a l'impression qu'il comprend le français, parce qu'il y a des choses qui marchent en français, mais en fait, on se rend compte que dès qu'on veut faire des choses un peu avancées, on n'est pas efficace. Donc l'idée, c'est qu'on va prompter en anglais et dans un premier temps, si vous êtes utilisateur débutant de Midjourney, je vous conseille d'en rester à des concepts généraux. Parce que Midjourney est quand même relativement bon, et c'est une de ses forces, à interpréter les concepts généraux et les mots généraux et à associer ces mots-là à des images. C'est bien la force de Midjourney, c'est que c'est un outil créatif. Donc c'est un outil qui fait des associations entre des mots et l'image. Et c'est pour ça que quand on parle d'apprendre à prompter, c'est plutôt apprendre à connaître quelles sont les associations que Midjourney fait entre les mots et l'image. Je ne vous conseille pas de faire des prompts très longs au début. De toute façon, ça doit se faire de manière itérative. Vous allez toujours commencer par des prompts assez courts et vous allez chercher les univers de mots, les champs sémantiques, les synonymes qui vont correspondre aux champs visuels qui vont vous plaire. Là, par exemple, on a des choses qui ressemblent un peu à des images de stock. Donc, on va commencer par prompter ce qu'on veut comme type de résultat. Donc, par exemple, realistic photo, je peux commencer par stock image aussi. Photo realistic. Donc, pour donner... moi, je vous conseille, alors il n'y a pas qu'une méthode, hein, mais moi je vous conseille vraiment de commencer par indiquer ce que vous voulez comme type de contenu, si c'est de l'image de stock, de l'illustration, des graphiques, etc. Donc ça, vous allez prompter le type d'image que vous voulez. Et ensuite, vous allez décrire de manière assez synthétique ce que vous attendez. Midjourney a une plus mauvaise compréhension et adhérence au prompt que DALL-E, par exemple. C'est dû à la manière dont il est entraîné. OpenAI a des moyens et des ressources colossales. Ils ont des milliers de petites mains qui travaillent pour eux à faire de l'annotation d'images. Ça leur permet d'avoir des modèles qui comprennent beaucoup mieux ce que vous voulez dire. Midjourney, ils sont 40, c'est un petit lab. Leur force, c'est la communauté, donc ils se reposent sur la communauté pour sélectionner les belles images, et donc ils ont un modèle qui a une esthétique visuelle qui est quand même relativement meilleure que la moyenne des concurrents. Mais par contre, ils n'ont pas les ressources humaines pour annoter de manière massive, comme le fait OpenAI par exemple. Et donc l'adhérence au prompt, la compréhension de ce que vous lui dites est quand même beaucoup moins bonne qu'une IA comme DALL-E sur ChatGPT, qui va pouvoir comprendre des associations entre plusieurs éléments. Midjourney a plutôt une interprétation assez vague des éléments que vous lui donnez. Mais par contre, il a une interprétation visuellement intéressante. Donc là, par exemple, on décrit des professionnels qui discutent entre eux. Je pourrais décrire des gens...
Voilà, je pourrais décrire des gens dans un bureau, par exemple. Donc voilà, par exemple, ici, nous avons un prompt donc, qui commence par Professional Photo Style, Stock Photography, Modern Office, Meeting Room. Donc là, déjà, on a des éléments. On pourrait déjà essayer de commencer par prompter uniquement ça, voir ce que ça donne. Voilà. Donc, vous mettez votre prompt là-haut, vous tapez Entrée, il va commencer une génération que vous allez retrouver ici dans Create. Vous avez donc ici votre prompt. Il faut à peu près 30 secondes pour générer 4 images. Pour le moment, par défaut, vos images sont carrées. Vous avez ici des paramètres et vous pouvez indiquer, voilà, par exemple, je veux des images de ce type-là, on va dire un peu plus en paysage. Et je vais recliquer sur le texte pour récupérer ici mon prompt et réutiliser le même prompt. Voilà. Donc là, par exemple, on voit, on a demandé une salle de réunion et donc il nous crée des salles de réunion. On va demander, on va dire, business people working on computers. Donc, on va ajouter des éléments. C'est comme ça que je vous conseille de faire. L'idée... Peu importe qu'on fasse en anglais ou en français, le prompt, ça change rien. Non, j'ai précisé tout à l'heure vraiment prompter en anglais. D'accord. C'est sur Midjourney, vous aurez vraiment de meilleurs résultats en anglais. Il n'a pas été du tout annoté en français. Il y a une espèce de perméabilité dans la linguistique qui fait que s'il y a quelques annotations dans une langue, les IA arrivent à s'adapter. Mais globalement, il a quand même été entraîné en français. On va, au fur et à mesure des itérations, essayer d'affiner notre prompt, voir ce qui va et essayer d'améliorer nos images. Encore une fois, l'idée vraiment dans un premier temps, quand on ne maîtrise pas vraiment l'outil, c'est de s'en servir pour faire des images qui pourraient venir d'une image de stock de manière assez générale. Pour chaque prompt, Midjourney est capable de fournir plus de 4 milliards de générations, donc de 4 images, donc 17 milliards différentes. Donc vous pouvez, pour chaque prompt, essayer de relancer aussi, donc de voir un petit peu comment Midjourney réagit sur différentes générations qui sont les unes derrière les autres. Là aussi, je peux réessayer. Et à chaque fois, vous verrez, vous pourrez avoir des résultats soit très différents. Ça veut dire que Midjourney n'a pas d'idée préconçue sur ce que vous lui dites. Donc, il y a une interprétation très générale. Soit vous avez utilisé des mots dont lui, il a une interprétation très précise et très forte. C'est ce que moi, j'appelle des archétypes. Et sur ces mots-là, il va effectivement toujours il va toujours nous faire à peu près la même chose. Il va essayer d'avoir un style ou un contenu qui est plus ou moins constant. Voilà, vous voyez ici par exemple que ce prompt-là a des interprétations assez différentes, alors que pour lui, si on ne lui demande que une meeting room, eh bien il va faire un peu toujours le même genre de vue. Donc il a une vision Olivier. assez claire de... Olivier, Oui. une question de Clémence qui est en écho avec ce que tu es en train de faire là. Si une proposition nous plaît mais qu'on veut ajuster 2 trucs par exemple, peut-on lui dire de garder telle ou telle image ou... dans ce que tu Oui, alors, donc là, on est sur la première étape qui est l'image du prompt et je vous montrerai après comment, une fois qu'on a une image qui nous plaît, on va la sélectionner. Je vais juste avancer un tout petit peu là rapidement. Je me rends compte qu'en fait, il y a ce que je voudrais vous montrer, c'est l'importance des mots. Ici, on a le prompt qui est fabriqué avec Modern Office Meeting Room. Et il me semble que le mot Office introduit dans Midjourney une notion de bureau et que donc les gens là travaillent dans des bureaux plus que dans une meeting room. Donc, je vais supprimer ce mot. C'est là où on voit que en fait, il y a un vrai lien entre les mots qu'on utilise et la génération qui est derrière. Et c'est pour ça que c'est pas une science. En fait, il faut tester des choses, il faut comprendre comment le modèle interprète nos mots.
il faut, c'est vraiment de la cuisine, hein. Si vous faites de la pâtisserie, c'est un peu ça. Moi, je dis même de l'alchimie. On prend des composants qui sont des mots ou des images. On va pouvoir aussi éventuellement intégrer des images pour lui donner de l'inspiration. Hein. On ne va pas pouvoir modifier des images qu'on lui donne, mais on va pouvoir lui dire de s'inspirer d'images qu'on va lui fournir. Donc là, par exemple, on a plutôt peut-être une salle de réunion moderne, hein, comme on la voudrait. Si je retourne dans mes archives, ce que j'ai fait l'autre jour pour la présentation ici, vous voyez cette image-là, elle a un prompt très simple, hein, et je peux introduire des notions de couleur. Hein, donc, je vous ai dit, hein, dans un premier temps, si vous ne savez pas utiliser l'outil, et je ne peux pas vous montrer de manière détaillée comment on utilise cet outil en 3 quarts d'heure. Hein, le cours qu'on donne sur Midjourney fait 2 jours, et il est très très dense et bien rempli. Il y a vraiment beaucoup de choses à en dire, à la fois sur la manière dont l'outil comprend les mots, la manière dont l'interprétation sémantique est faite, et sur les différentes possibilités à chaque fois de l'outil. Je vais mettre Orange Tones. Voilà, on va essayer comme ça, on va relancer ce prompt-là. Et une fois qu'on a une image qui nous plaît, on peut faire plusieurs choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a notre image, alors je vais voir si là, il me donne quelque chose d'intéressant, sinon je vais réutiliser une image qu'on a fait avant, parce que là, on a fait des... Alors, vous voyez, je peux aussi bien faire des choses très photographiques, des choses assez conceptuelles qui font bien pour de l'illustration, éventuellement des choses comme ça, où ce sera des fonds de rapport. Là, on a par exemple quelque chose sur un outil qui pourrait être, je ne sais pas, un antivirus ou quelque chose. Là, on peut insérer un logo d'entreprise aussi, Olivier, ou pas du tout? Pas du tout. Donc, je répète, hein, Midjourney ne permet pas de travailler avec des choses de la réalité. Vous ne pouvez pas insérer une image à l'intérieur d'une image existante. Il n'y a pas ces outils-là. Il y a d'autres outils de l'IA qui existent, qui sont capables de faire ça. Midjourney, c'est vraiment un outil de créativité. Ce n'est pas un outil de production. Hein, donc, on est vraiment, voilà, on est vraiment dans ces notions-là. Par contre... Voilà, hop, je retourne dans mes archives. On va relancer celui-là, par exemple. Donc, je peux réutiliser le prompt pour le refaire une nouvelle fois. Une fois qu'on a une image, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est lui demander, si ce concept me plaît bien, je peux lui demander de dire, bah voilà, cette image me plaît bien, mais elle n'est pas tout à fait parfaite. Il y a des éléments qui ne vont pas. Peut-être qu'il y a des erreurs dans l'image. Il y a encore parfois où les mains ne sont pas bien, où les choses ne nous conviennent pas. Eh bien, à ce moment-là, mon workflow que je vous conseille de faire, c'est quand vous avez une image qui vous convient. Je ne sais pas si dans les images qu'on vient de créer, hop, par exemple, dans les bureaux qui sont là, est-ce qu'il y a des images qui ne sont pas trop mal? Mais voilà, on va dire que celle-là n'est pas si mal. Mais il y a des choses qui ne me conviennent pas tout à fait. Je peux demander à Midjourney de créer des variations autour de ces images-là. Donc, de créer des images qui ressemblent avec ce concept-là, mais un peu différentes. Donc, vous avez 2 types de variations que je vous conseille d'utiliser. Dès que vous avez une image qui vous plaît et que vous commencez à arriver vers quelque chose qui vous plaît, vous allez faire une première variation subtile, créer peut-être 8 images avec cette variation-là. Et je vous conseille aussi de faire une variation plus forte. Et donc, nous allons ici créer à partir de cette image-là 12 nouvelles images en faisant varier les concepts pour voir ce que l'outil est capable de nous donner. Donc, je retourne dans Create, je vais regarder ce qu'il est en train de faire. Donc là, il calcule. Et donc, vous voyez que voilà, les images ici, elles apparaissent. Vous voyez que ça ressemble, mais ce n'est pas la même image. Hein. Donc, on a vraiment des images différentes qui apparaissent, mais le concept reste le même. Hein. C'est les bureaux, des gens en train de travailler. Tiens, là, il a 6 doigts. Ça peut encore arriver, le clavier est un peu cassé. Sur des objets complexes, hein, évidemment, aujourd'hui, on n'est pas encore, on est de loin pas encore parfait en termes de création et de représentation de la réalité. Plus on va chercher à représenter des choses réelles, plus il risquerait d'avoir des choses un peu incohérentes. C'est très transitoire. Hein, juste pour vous rappeler d'où on vient, si je donnais le même prompt à la version 1 de Midjourney, donc je peux rappeler les anciennes versions, c'est un peu plus long, mais voilà. Cette version-là,
elle a existé 18 mois avant la version existante aujourd'hui. Donc, en 18 mois, on est passé de la représentation que vous allez voir là à cette représentation-là. Donc, ces outils-là, vous voyez, c'est marqué alpha ici. On est sur une courbe de développement qui est ultra rapide. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des technologies sont arrivées aussi rapidement de la recherche directement à l'industrialisation et à l'utilisation à grande échelle. Hein, aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'utiliser ces outils. Et aujourd'hui, on fait cette conférence parce que justement, il y a cette volonté pour les gens d'utiliser ces outils. Ils ne sont pas prêts à être utilisés à grande échelle normalement. Et pourtant, ils sont suffisamment intéressants pour que même en l'état, on veut les utiliser. On veut les utiliser. Donc, il ne faut pas s'attarder aux défauts, il ne faut pas s'attarder aux problèmes. Les images ici sont tout à fait. Voilà, on est passé en 18 mois, on est passé d'images qui ressemblaient à ça, hein, donc où les gens étaient difformes, etc., à des images qui ressemblent à ça, où effectivement on peut voir encore peut-être quelques problèmes de cohérence d'image, mais c'est de loin pas aussi catastrophique qu'avant. On a des outils aussi qui nous permettent de repeindre une partie de l'image. Donc, s'il y a des défauts, je peux lui demander de reprendre qu'une partie de l'image. Donc, par exemple, je peux uniquement entourer cette partie-là. Et puis, je peux essayer de rajouter un livre devant. Je vais voir s'il me met quelque chose. Donc, il va essayer de modifier cette partie. Elle est un peu petite. En général, Midjourney aime bien qu'on lui donne des parties un peu plus grandes. Si la zone est trop petite, il va refuser tout simplement de faire le boulot. Excuse-moi Olivier, je vais faire le gardien du temps, on a pas mal de questions. Tu peux arriver à conclure d'ici 8-9 minutes qu'on prenne des questions Bien sûr, c'est prévu. Bon, d'accord. Donc voilà, donc je vous rappelle le workflow, hein, vous tapez votre prompt, je vous conseille des choses très génériques. Vous avez vu, vous pouvez utiliser des concepts aussi, Midjourney va avoir une interprétation des concepts, hein, B2B, clients, des choses comme ça. Vous pouvez décrire des choses, des gens dans un bureau, vous pouvez décrire des concepts. Hein. Regardez, je vais vous montrer quelques exemples, encore que dans Archive, ici, j'ai mes présentation. Donc voilà, par exemple, ça, c'est une représentation du cloud. Ici, j'ai fait de la télécommunication. Regardez, B2B Telecom Communication Clients Enterprise Orange Color. Hein. Vous voyez que le prompt n'a pas besoin d'être ultra sophistiqué, ultra descriptif. Vous allez obtenir un peu un résultat interprété par Midjourney. Hein. Si vous voulez des choses plus précises, ça ne va pas forcément être aussi simple que ça. Vous pourrez faire des prompts plus longs si vous voulez tester. Vous allez peut-être avoir un peu de frustration parce que ça ne fonctionne pas. Ici, vous voyez qu'il y a un petit problème de main. Donc, derrière, une fois que vous avez une image comme ça, soit vous faites des variations comme je vous l'ai montré, soit l'étape finale, c'est de faire un upscale, donc d'agrandir l'image. Ici, nous avons des images qui font 1 million de pixels. Avec 1 million de pixels, on fait un huitième de page A4 imprimé, on fait un moitié d'un écran HD web. Avec l'upscale, ici, on va obtenir 4 millions de pixels. Avec 4 millions de pixels, on peut quasiment imprimer un A4, on sera à 150 dpi. Mais ça peut passer. Vu la qualité finale, ça peut passer. Vous avez deux types d'upscale. En tout cas, c'est meilleur que des photos qui seraient pas très nettes. L'upscale subtil, dans lequel il va essayer de reproduire notre image telle qu'elle. Donc là, il va vous reprendre des petits défauts. Et l'upscale créatif qui va réinterpréter l'image. Donc c'est la dernière étape. Vous voyez, on peut faire des choses assez marrantes. Hein. Ce genre on peut faire des faux portraits, on peut faire des petites présentations, on peut travailler des personnages. Ça, c'est pour un parc d'attractions, par exemple, avec qui on a travaillé hier. Hop. Et donc là, il va me réinterpréter mes images et vous allez voir que les images sont un peu différentes. Alors peut-être qu'il va me corriger les défauts, peut-être pas, toujours pareil. Hein, c'est un peu du hasard parfois. Voilà, donc le process que je vous conseille, vous tapez votre prompt, vous essayez pour le moment, si vous faites de l'illustration de dossier, de l'illustration de présentation, d'avoir des concepts assez génériques. Vous pouvez taper des choses assez générales. Vous pourrez vous essayer à essayer de créer des choses plus particulières, hein, mais vous voyez déjà que simplement avec... alors il faut trouver, parfois, il faut avoir un peu de... faut un peu chercher, il faut essayer de réfléchir. Là, j'arrivais pas à avoir le bon résultat, puis j'ai rajouté screen copy au début. Voilà. Ça marche mieux.
Pourquoi ça marche mieux? Il n'y a aucune explication. En fait, c'est vraiment lié à l'opacité du modèle, hein. Personne ne pourra vous dire qui sait comment fonctionne l'intérieur d'un modèle de deep learning, hein. Il y a les plus grands chercheurs aujourd'hui sont en train d'essayer de chercher comment l'information circule à l'intérieur des différents poids dans ce modèle-là. C'est un des enjeux essentiels de la recherche aujourd'hui. On commence à voir un petit peu comment les features s'activent dans le modèle, mais c'est vraiment très très récent. Ça date d'il y a quelques semaines, quelques mois. Donc on ne sait pas trop le chemin que prend le prompt à l'intérieur du modèle pour réussir à faire l'image finale. On ne sait pas du tout quelles images ont été utilisées, quelles sont les images qui ont influencé les poids dans le modèle. Donc parmi les milliards et les milliards d'images qui ont été utilisées pour l'entraînement des modèles, ces modèles sont entraînés tout d'abord avec des milliards d'images, puis ensuite utilisés de manière indépendante de ces images-là pour créer de nouvelles images. On ne sait pas du tout quelles sont les images qui ont été influencées, qui ont servi à la construction de cette image-là. Si ça se trouve, peut-être que la Joconde de Léonard de Vinci a une influence peut-être sur cette image-là, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir. Donc, il faut trouver les bons mots, et c'est que l'expérience, ou alors aller rechercher ce que font les autres. Donc, si je clique sur la petite loupe, je vais rechercher par image des images que les autres gens ont fait. Donc, je peux me balader, et pareil, quand je trouve une image qui me plaît, je peux recliquer sur la loupe et retrouver des univers visuels. Oh là, alors là, le prompt ici, je peux vous dire tout de suite que c'est n'importe quoi. Midjourney ne comprend pas tout ça. Il fait une interprétation voilà, de quelques mots là-dedans, mais la plupart des mots ne servent à rien dans un prompt aussi long que ça. Donc voilà, donc, on peut trouver des images qui vont être dans des univers qui vont nous inspirer. Donc, quand vous avez créé une image, vous pourrez, en cliquant sur une image, aller regarder avec la petite loupe ici des images qui ressemblent, vous inspirer des prompts. Voilà. Ou vous pouvez explorer ici, avec un outil de recherche, les images qu'ont fait les autres utilisateurs. Voilà, on a fait un tour assez vaste, hein. Donc je vous rappelle, vous créez votre prompt, vous faites des variations, vous finissez avec des upscales. Ça, c'est le workflow de base. Alors là, les mains sont toujours pas bonnes. Donc, merci Olivier. Une question, il y a eu pas mal de débats sur les univers d'images de différentes plateformes. Parfois, ils étaient un peu déconnectés de la réalité. Est-ce que chaque plateforme va choisir sa base de données? Parce que tu vois, le dernier débat que j'avais polémique, c'était l'histoire de France où on mélangeait les cultures ou les visuels. Enfin, tu vois. Alors, déjà, il faut savoir qu'on a un gros problème avec l'IA, c'est que la ressource principale aujourd'hui, les modèles, hein, tout le monde utilise les mêmes modèles, la technologie, la mathématique, hein, parce qu'en fait, là, vous discutez avec une entité mathématique. Quand vous parlez avec ChatGPT, vous parlez avec des maths, hein, des matrices géantes qui font des calculs et qui vous parlent. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Ici, c'est pareil, c'est des matrices géantes qui vont créer des images. En fait, le vrai secret industriel derrière toutes ces IA, hein, que ce soit ChatGPT, Mistral et compagnie, et d'ailleurs Arthur Mensch le dit à sa présentation au Sénat, le vrai secret industriel, c'est les data. Comment ils choisissent leurs data, comment ils annotent leurs data, comment ils sélectionnent l'apprentissage à partir de ces data. Donc, la question des data est une question extrêmement sensible et la plupart des entreprises de l'IA ne communiquent pas sur les datas qu'ils utilisent, et à raison. C'est leur secret industriel et c'est aussi très polémique, hein. Alors, ça va être un vrai problème parce que l'IA Act impose une certaine transparence. Alors, dans une certaine limite, hein, parce que si j'ai bien compris, comme les entreprises peuvent faire appel au secret industriel, ils ne seront pas obligés de répondre à tout, ils ne seront pas obligés de dire exactement d'où viennent leurs data. Mais il y a une vraie polémique, hein, de dire est-ce qu'on peut utiliser tout ce qui est disponible sur le web gratuitement, donc tout ce qui n'est pas derrière un paywall. Est-ce qu'on peut considérer que le web, c'est la connaissance de l'humanité, que ça peut être utilisé de manière indifférente? C'est un vrai débat aujourd'hui. Les data et les manières dont on entraîne les IA vont donc effectivement influer sur la manière dont elles produisent des images. Midjourney, par exemple, a du mal à représenter des spécificités de certains pays, hein. Voilà, il y a aussi un certain nombre de biais qui sont inhérents au fonctionnement des IA. On ne peut pas fabriquer des IA aujourd'hui sans leur donner des biais, hein. D'ailleurs, Midjourney fait des belles images parce que on lui a appris ce qui était beau, et qui lui apprend ce qui est beau, c'est les gens qui l'utilisent. Donc, il y a des votes. C'est pas en utilisant Midjourney que vous l'entraînez, mais vous votez, hein. Vous pouvez aller voter ici dans les tâches.
et vous décidez qu'est-ce qui vous plaît comme image. La seule chose, c'est de dire, bon, laquelle des deux me plaît le mieux. Et en votant, en faisant voter des millions de gens, on arrive à créer un espèce de beau standard. Et après, il y a plein de méthodes pour s'en éloigner avec Midjourney. Il y a plein de paramètres, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler, hein. On n'est pas obligé d'obtenir toujours ce genre d'image-là. Mais oui, il y a des biais et ça, on ne peut pas s'en passer. D'accord. Et du coup, là, ce que tu nous montres, Olivier, c'est Midjourney, c'est plutôt pour des présentations ou des trucs un peu fun, la créativité d'image. Par contre, Oui. sur la vidéo, je vois de plus en plus cet appel à l'IA. On n'utilisera pas forcément Midjourney ou... Alors, vidéo, il n'y a pas de vidéo pour le moment dans Midjourney. La prochaine étape qu'ils ont annoncée, ce sera la 3D. La vidéo viendra après. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, la vidéo aujourd'hui, c'est très tape à l'œil. Vous allez voir, là, il y a Gen 3 qui est sorti hier. Vous irez voir si ça vous amuse. On parle beaucoup de Sora aussi chez OpenAI. La vidéo aujourd'hui, elle utilise des modèles de diffusion qui n'ont pas de compréhension réelle du monde. Donc, la vidéo telle qu'on l'a fait aujourd'hui est très limitée. Même si c'est joli, si on peut faire des vidéos de 2 secondes qui semblent cohérentes, dès qu'on va travailler sur des sujets complexes, des mouvements du corps ou des interactions physiques dans le monde, ça va partir en vrille complètement. Et d'après ce qui semble clair aujourd'hui chez les chercheurs, c'est que la méthode qu'on a aujourd'hui pour faire de la vidéo va très vite poser des problèmes. Donc, ils sont en train de développer des nouvelles technologies. La vidéo, on en parle beaucoup aujourd'hui. Il me semble que c'est très tape à l'œil, mais ça va être très limité aussi et on va devoir attendre un tout petit peu avant d'avoir des nouveaux modèles qui auront une vraie compréhension du monde physique, qui vont nous permettre de faire de la vidéo en promptant des choses de manière très avancée. Alors, quand je dis attendre un peu, moi, je ne peux pas dire que si c'est 6 mois ou 2 ans, hein, ou 10 ans. Dans ce domaine-là, il suffit qu'il y ait un chercheur qui fasse une petite découverte, parfois de rien du tout, qui fasse avancer les choses de manière très rapide. Mais en tout cas, les modèles de vidéos tels qu'ils sont aujourd'hui, ils semblent impressionnants sur des petites vidéos, mais ils sont pas, on ne peut pas les étendre sur des choses très longues. On n'a pas parlé de la question du droit. Je veux revenir sur ces questions éthiques et ces questions de droit. Ouais, ça fait partie des questions, ouais. Le charte éthique, droit d'auteur, tout ça. Tu vois. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 éléments à considérer. Tout d'abord, il y a la partie entraînement. Donc, la partie entraînement des IA nécessite, on l'a dit, des milliards et des milliards de données. ChatGPT a été entraîné sur des milliards de textes. Midjourney, on ne sait pas sur quoi ils ont été entraînés, mais probablement sur des milliards d'images. Ces images, aujourd'hui, elles sont récupérées sur Internet parmi les images disponibles sur Internet de manière un peu indifférenciée. Alors, ça pose des problèmes éthiques certains, puisque les auteurs, pour certains, ne sont pas très contents qu'on ait utilisé leurs images sans leur demander pour créer un outil qui, quelque part, va concurrencer leur travail. C'est bien compréhensible, hein, on est en train de créer un outil qui fait des images en utilisant le travail de tous les auteurs de l'humanité. Là où il faut peut-être un tout petit peu moduler le propos, c'est que la contribution d'un auteur en particulier dans l'ensemble des paramètres du modèle est très minoritaire, sauf si on s'amuse dans le modèle à annoter, comme ils l'ont fait chez Midjourney, les auteurs en particulier et à donc permettre à l'IA de se référer à un auteur en particulier. C'était une manière au départ de concevoir les IA. On le fait de moins en moins. Chez Midjourney, ils sont en train de s'éloigner de ces modèles-là. L'idée, c'est que éthiquement, il ne me semble pas correct de prompter en demandant le style de quelqu'un d'autre. Hein, c'est-à-dire que si je demande un tableau ou une image dans le style je sais pas, de Disney ou de Pixar ou de Wes Anderson, comme ça s'est fait beaucoup pour certaines images de Midjourney, ça ne me semble pas éthique de le faire. Ça, c'est mon point de vue personnel, hein, et effectivement, je comprends que les auteurs ne soient pas contents qu'on les adresse particulièrement dans une IA en allant restreindre le champ d'application de l'IA à leur travail particulier, même si l'IA ne reproduit pas vraiment le travail de l'auteur, hein. Elle ne fait que s'inspirer des images qu'elle a pu voir qui sont annotées avec le nom de l'auteur, donc pas forcément, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment les images de l'auteur, et toutes les images qui sont autour. Donc ça, c'est la partie entraînement, et ça pose ces problèmes éthiques et aussi juridiques sur la validité du scrapping.
sachant que c'est un problème mondial. Au Japon, par exemple, tout ça, c'est très ouvert, hein. Vous pouvez faire du scrapping comme vous voulez, vous pouvez entraîner des IA comme vous voulez. Ils ont des lois qui sont absolument protectrices des développements des IA, et donc vous pouvez développer des IA au Japon sans vous préoccuper des questions de droit d'auteur ou de scrapping qu'on se pose en Europe. Et donc ces IA-là seront disponibles. Une entreprise pourra très bien entraîner ces IA au Japon. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand elle revient en Europe? Bon, on verra comment l'IA Act rentre dans le droit, mais pour le moment, l'IA Act est aussi très protecteur du droit des entreprises à garder leur secret industriel, donc c'est pas sûr qu'on fasse des ennuis. Voilà, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, c'est en train d'être écrit. L'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire de ces images-là? La question, c'est si je prends cette image-là, qui a été créée ici par une IA avec un prompt, est-ce que la personne qui a créé cette image peut en être l'auteur? Alors, c'est une question ouverte pour le moment. Il y a eu très peu de procès sur la question. Il n'y a pas de loi écrite sur la question. Midjourney demande de respecter un droit d'auteur sur les images, donc demande aux gens de ne pas utiliser l'image qui a été créée par quelqu'un d'autre. On peut réutiliser le prompt, ça pose pas de problème. Je peux recréer une nouvelle image à partir de ce prompt-là, c'est pas un souci. C'est même le principe communautaire de l'outil. Mais Midjourney demande de respecter l'image originale. Dans le droit, il est possible que dans les prochaines années, il y ait des décisions, et on voit des décisions comme ça parmi les quelques procès qu'il y a eu dans le monde, où on dit oui, mais l'IA, c'est une machine soi-disant intelligente. Je ne vois pas où il y a de l'intelligence là-dedans. Encore une fois, c'est du pur calcul, hein. C'est du calcul statistique sur des milliards d'images, donc je ne vois pas où est l'intelligence là-dedans, mais après, ça fait sûrement, le nom fait sûrement réfléchir les juges d'une manière anthropomorphique, peut-être. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'ils considèrent cet outil comme un outil différent des autres, peut-être aussi par le fait qu'il s'est inspiré du travail d'autres auteurs, et ça, c'est compréhensible. C'est peut-être cette raison-là aussi. Donc, l'idée, c'est que les juges ont tendance à dire que l'IA fabrique des images dont on ne serait pas l'auteur. Moi, je fabrique des images avec l'IA dans un travail personnel, hein, qui est proche d'un travail autour de la mode ou de l'image de beauté. Je passe beaucoup de temps à fabriquer une image, y compris en donnant des images d'inspiration. Alors, on n'a pas pu en parler, mais vous pouvez ici éventuellement donner des images d'inspiration à Midjourney, et vous pourrez récupérer des images sur votre disque, voilà, vous pouvez faire ce genre de choses et inspirer des images. Voilà, par exemple, ça c'est une image réelle d'une ville. Donc, bon, encore une fois, faites attention quand vous faites ce genre de choses. Là, je le fais ici pour des démonstrations, hein. J'essaie d'éviter d'utiliser des images réelles dans le cadre de la création d'images qui sont destinées à être publiées derrière, soit des images que j'aurais fait moi en tant que photographe, ou des images qui sont dans le domaine public. Et du coup, est-ce que Olivier, on a compris que le droit va évoluer au niveau international, les droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est en cours de jurisprudence, d'investigation, comme on l'a eu sur Internet ou précédemment, ou sur le droit à la vie privée. Du coup, par contre, ma petite question, c'est comment on va... Est-ce que tu as l'impression que ça a changé nos métiers, qu'il y a une tendance à produire plus Enfin, toi qui baignes dedans, est-ce que ça révolutionne la façon de produire des L'adoption, elle est en cours. L'adoption par les professionnels est en cours. Midjourney a les outils sont en train d'être adoptés. Alors, je n'ai pas parlé de la manière dont on souscrit. Donc, Midjourney a différents plans. Ils ont notamment un plan pro qui est obligatoire pour les professionnels. Dans la licence, si vous êtes professionnel dans une entreprise qui fait plus d'un groupe, qui fait plus d'1 million dans le monde, hein, vous êtes obligé de prendre un plan pro. Les prix peuvent paraître chers, mais en fait, ce qu'on obtient en échange en termes de temps de calcul, c'est pas cher du tout. Je sais même pas comment ils font pour avoir des prix aussi peu chers en heures de calcul. On est à 2 € de l'heure de calcul, sachant que la location des cartes haut de gamme aujourd'hui sur des centres de calcul, ça peut aller jusqu'à 2-3 $ de l'heure. Donc là, il y aura d'autres choses à prendre en compte si on voulait les louer nous-mêmes. Donc les plans ici, les prix sont vraiment, moi je trouve, pas très cher par rapport au prix de l'heure de calcul actuel en location. Vous êtes aussi obligé d'avoir un plan par personne. Vous ne pouvez pas vous partager les plans. C'est strictement interdit par la licence. Ça fait partie des conditions d'utilisation. Et donc, l'adoption aujourd'hui, elle est assez lente, moi je trouve. Les gens s'y intéressent.
mais on adopte dans les entreprises ces outils de manière assez prudente, et je le vois avec vos remarques, hein, par exemple, sur les remarques sur Orange, par exemple, où là je vois le post dans le chat où les gens sont vigilants, prudents, et je pense que c'est raisonnable. Ces outils sont quand même très très récents. On a vu, le droit n'est pas écrit, des risques potentiels il y en a en termes de procès. Il y a aussi le fait que la plupart des outils aujourd'hui de pointe sont soit américains, soit chinois. C'est les deux pays qui sont vraiment à la pointe dans ce domaine-là. Il n'y a pas d'IA de création d'images de modèles strictement européens, par exemple. Ça, pour le moment, ça n'existe pas. Ces technologies, elles sont toutes principalement américaines. Alors même si la diffusion stable, ça a été inventé, entre guillemets, en Europe. Des chercheurs européens. Par contre, en recherche, on est très bons. Hein. Les Français, les Européens, certains sont très bons. Hein. Yann LeCun, qui est le data scientist, le chef scientist chez Olivier, est-ce que le Meta, prix que tu... Excuse-moi, est un Français. Est-ce que le prix que tu trouves très bas, c'est pas un prix d'appel un peu comme ChatGPT où ils ont une Pas du- version Alors, non, je parle là, les prix, là, je parle de ce prix-là, $60 par mois, c'est pas cher pour ce qu'on a en face. D'accord, c'est vraiment, c'est pas la première brique parce que ChatGPT, tu sais, tu as une version gratuite et tu as une version payante après. Alors là, il n'y a pas de version gratuite. Le basic plan à $10, vous pouvez rien en faire. Hein. Très clairement, à $10 par mois, vous avez 200 images. Vu la vitesse à laquelle on consomme des images là-dedans, sur un projet, on peut très vite. Moi, par exemple, là, pour la présentation que je vous ai fait, j'ai consommé plus de 200 images. D'accord. Et il y a Laurent François qui nous dit, si j'ai bien compris, si on veut une production professionnelle, on va mixer les outils. Par exemple, avec un logo, il faudra intégrer des éléments dans Photoshop ou avoir une panel d'outils. Enfin, tu ne travailles pas que sur Midjourney, en fait. Si tu veux. Alors oui, aujourd'hui on travaille pas que sur Midjourney. Moi j'aime bien mixer les outils, utiliser Photoshop et pas faire. On va rarement faire une image finale sur Midjourney, quoique encore une fois, hein, pour de la présentation PowerPoint, là toutes les images de la présentation elles sont issues directement de Midjourney. Après, voilà, dans PowerPoint, je vais rajouter des logos, des choses comme ça. Je vais reprendre les petites questions parce que je vois qu'il y a quelques questions. Ouais, je suis en train de alors le droit a forcément évolué. Une proposition, voilà, ok, intéressant. Je ne sais pas ce qui est intéressant, mais voilà, on peut demander d'insérer un logo. Ensuite, si j'ai bien compris, si on veut une production pro, par exemple, le logo, il faut insérer dans Photoshop. Ok, les variations ne se promptent pas, elles sont automatiques. Exactement. Alors, les variations, elles ne se promptent pas, elles régénèrent des images automatiquement à partir de l'image en cours. On peut reprompter une variation, ça s'appelle un remix. C'est des techniques assez avancées. Je ne vous conseille pas de le faire au début. Voilà. Dans un prompt, qu'est-ce qu'une image décrite via la commande describe reste dans la base Midjourney et sert à entraîner l'IA. C'est une très bonne. C'est une question un peu technique. Il y a l'idée, c'est quand vous envoyez une de vos images personnelles à Midjourney pour la décrire. Alors, il faut savoir. D'abord, je veux intervenir sur la commande describe, qui est en fait une commande qui permet de décrire des images qu'on enverrait à Midjourney pour réussir à récupérer un prompt. Cette commande, elle n'est pas en lien avec l'IA Midjourney. Donc, c'est une autre IA qui fait ça. Et donc, la description obtenue, ils essayent de faire quelque chose qui pourrait être significatif en termes de sémantique et de vocabulaire pour Midjourney, mais c'est en aucun cas une inversion du modèle Midjourney. Donc, c'est une description, elle donne des idées de prompt, mais c'est pas quelque chose qui va décrire précisément une image afin de recréer exactement la même image dans Midjourney. Ensuite, la question de savoir si Midjourney entraîne leurs IA sur les images qu'on va envoyer nous-mêmes dans Describe, je pense pas. Très honnêtement, autant récupérer des images qui sont librement disponibles sur Internet, ça peut ne pas leur poser de problème, même si ça pose des questions éthiques certaines. Autant utiliser les images privées que les utilisateurs envoient et qui sont bien marquées comme privées pour entraîner les modèles, je pense pas qu'ils le fassent. Enfin, connaissant la mentalité des gens chez Midjourney, j'imagine où sont leurs limites et j'imagine que autant ils considèrent que tout ce qui est sur Internet, comme les humains
peuvent y accéder, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apprendre aux machines à y accéder aussi. Autant je ne les vois pas aller forcer des endroits qui seraient derrière des paywalls ou qui seraient des endroits privés pour récupérer des images. Il faudrait revérifier leurs conditions d'utilisation, savoir si c'est spécifié à l'intérieur, mais je pense pas que les images soient utilisées, les images que nous on leur envoie soient utilisées à l'entraînement. Pareil. Alors les SREF, de toute façon, pour faire une image SREF, il faut que l'image soit sur Internet. Et encore une fois, les images privées qu'on envoie en SREF, elles sont stockées en local. Enfin, elles sont stockées dans un espace privé. C'est bien spécifié que ces images-là sont pas accessibles aux autres utilisateurs, sauf si elles sont utilisées dans un SREF, puisqu'à ce moment-là, elles deviennent publiques, puisqu'elles sont publiées sur Internet à ce moment-là. Donc, vous acceptez de publier vos images quand vous faites un SREF, sauf si vous êtes en mode privé et que vous payez pour ça. Je réponds à des questions qui sont un peu techniques pour ceux qui n'ont pas, mais bon, puisqu'il y a quelqu'un qui ici me pose des questions, je réponds. C'est quelqu'un qui me dit que l'outil a évolué. Oui, je vois, effectivement, raté le début. L'interface était confusante, effectivement, sur Discord, hein, c'est confusant, c'est un peu bizarre. Je trouve que l'interface web est quand même très facile, hein. On a le prompt ici qu'on tape en haut, on tape notre prompt, on a les variations sur une image, hein. Une fois qu'on est sur une image, ici, on peut faire nos variations, c'est des petits boutons à cliquer, ça va quand même très bien. L'impact environnemental, j'en sais rien. C'est très compliqué de calculer l'impact environnemental de l'informatique, très certainement beaucoup moins que pour créer nos images sur Midjourney, beaucoup moins que d'utiliser un SUV le matin pour aller de chez soi au bureau, hein. Donc voilà, je pense que les impacts environnementaux, il faut effectivement relativiser les choses. Je pense que si les gens utilisent Midjourney depuis chez eux, ils auront un impact environnemental moins élevé que s'ils vont avec un SUV tout seul à leur bureau. Après, c'est un avis personnel, il n'y a pas d'études, il y a très peu d'études là-dessus. Même les gens qui disent qu'ils font des études, ils n'ont pas de chiffres. C'est très, très, très compliqué de faire des études environnementales sur ce que coûtent les data, notamment parce que la plupart des data centers aujourd'hui sont alimentés avec des énergies renouvelables. Il y a beaucoup, beaucoup de data centers qui ont des panneaux solaires, des choses comme ça. Pour une raison économique tout simple, c'est pas forcément que de l'écologie, c'est aussi que l'énergie va être amenée à manquer, à coûter de plus en plus cher. Donc, l'énergie renouvelable est une bonne ressource pour les data centers. Et donc, les data centers sont de moins en moins ont des impacts énergétiques de moins en moins élevés, alors que nos impacts de déplacement, par exemple, sont encore très élevés. Nos impacts de consommation alimentaire sont encore extrêmement élevés. Et je pense qu'il y a des questions à se poser de ce côté-là avant les data centers, mais ça, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Midjourney. Y a-t-il des évolutions pour que Midjourney soit moins biaisé, inclusivité notamment? Le biais, il est fait par à la fois les votes et les datas. On peut prompter ce qu'on veut dans Midjourney, donc vous pouvez avoir des images non biaisées, il suffit de les prompter, il suffit de demander. Il n'y a pas plus inclusif que la communauté Midjourney, je pense. Si vous allez regarder un petit peu qui s'occupe de ces systèmes, hein, et qui sont les employés de chez Midjourney, vous vous rendrez compte que c'est difficile de trouver des communautés plus inclusives que ça. Mais après, c'est une communauté aussi qui est faite par les utilisateurs qui sont majoritairement aujourd'hui des utilisateurs hommes blancs américains, et c'est donc eux qui votent aussi, c'est donc eux qui décident un peu de l'esthétique générale. Vous avez énormément de moyens de sortir de cette esthétique générale, vous avez des moyens aujourd'hui sur Midjourney de créer votre propre esthétique, et effectivement, surtout, vous avez les possibilités de créer les images un peu que vous voulez. Si vous voulez créer de l'inclusivité, tapez pas juste un homme ou une femme, donnez la description de ce que vous voulez et vous aurez ce que vous voulez. C'est très difficile, hein, de créer une IA qui n'a pas une idée de base, un biais de base, c'est impossible. Donc le biais, il est là, certes, on peut le reconnaître. L'idée, c'est que pour avoir de l'inclusivité, il suffit aussi, nous, de faire l'effort de fournir les bons mots qui vont donner de l'inclusivité. Voilà. C'est un effort personnel qu'il faut réaliser. Et s'éloigner de l'image de base qui est donnée. C'est pareil, hein, quand vous faites des recherches en stock aujourd'hui,
majoritairement, vous aurez des images d'un type avec un biais. Et si vous faites votre recherche correctement, vous aurez toutes les images que vous voulez. Et Midjourney fait beaucoup de travail, effectivement, sur tout ce qui est inclusivité, tout ce qui est paramètres personnalisés, etc. C'est certainement les gens qui s'intéressent le plus à cette question-là. Et si vous allez dans la communauté, vous verrez que c'est très marqué. Alors, pourquoi passer par Discord pour lancer la plateforme? Pour 2 raisons. D'abord, parce que Discord, c'était un outil de communication et que c'est un outil communautaire. Et Midjourney, c'est une plateforme communautaire parce qu'ils ont voulu une plateforme communautaire et qu'ils voulaient un outil communautaire. Voilà, c'est dit. David Holtz, le PDG, l'a dit. Il l'a redit. C'est très clair que la vision de base... Tu dis que c'est communautaire, mais on ne peut pas partager de documents en mode collaboratif ou de visuel. C'est individuel, tu disais tout à l'heure. Ah non, tout est... Ah non, comment ça? L'idée de travailler sur Discord, justement, c'est de travailler ensemble sur des images. D'accord, oui, mais chacun avait droit sur son image, tu disais. Enfin, on ne pouvait pas partager une licence. Ah non, l'idée, c'est que, a priori, on ne va pas aller piquer les images des autres. Parce que quand je prends l'image de quelqu'un au hasard, celle-là, si elle me plaît, je ne vais pas la prendre et dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. D'accord. L'idée que demande Midjourney, c'est de dire, voilà, si vous prenez l'image que quelqu'un d'autre a conçue, la piquez pas, l'utilisez pas dans votre... voilà, j'en sais rien. Moi, si je veux utiliser cette image, si je vais utiliser cette image de poivron, je vais en faire une autre, quoi. Je vais pas utiliser celle-là. Si dans mon document, qui est dans mon rapport d'activité de ma chaîne internationale de restaurant, je veux utiliser cette image de poivron, je vais pas le faire. Je vais juste la reprompter si le prompt m'intéresse, et puis je vais en créer d'autres. Hein, c'est ça que demande Discord. Ce que demande Midjourney. Et donc l'autre raison de Discord, c'est aussi pour des raisons de moyens techniques. Hein. Au départ, Midjourney, ils n'étaient pas nombreux et c'est beaucoup plus facile d'utiliser une interface déjà existante et de juste prompter dans un bot que de développer une interface web. Là, l'interface web, ça leur a demandé énormément d'énergie. Ils sont en train d'embaucher énormément de dev web, front-end, etc. pour cette interface. Ça leur prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils pourraient investir sur le modèle et le développement des modèles et des images. Parfois, j'ai l'impression que David Holtz, quand il parle du site web, il regrette un petit peu de s'être lancé là-dedans parce que on a l'impression que ça lui prend beaucoup d'énergie et c'est pas nécessaire à son développement parce que lui, ce qu'il veut développer, c'est vraiment l'outil avant le marketing. Hein. C'est pas des gens qui veulent d'abord faire de l'argent. Ils seront milliardaires le jour où Midjourney arrivera à faire ce qu'ils veulent faire. S'ils arrivent à le faire, ils seront certainement parmi les gens les plus riches du monde. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de clients. Ils veulent pas forcément des clients. Ils ont besoin d'utilisateurs communautaires pour tester leur outil, pour faire avancer leur outil. Et le site web, c'est juste pour avoir plus de gens qui rentrent et qui participent. Ouais, et tu disais au début, Olivier, l'IA va nous permettre d'analyser le sentiment client. Je vois pas comment on va pouvoir faire pour percevoir cette appétence. Ça, c'est d'autres outils. Hein. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait sur Internet est analysé. On peut aujourd'hui, Google par exemple, c'est tout de vous. Vous avez l'impression que vos téléphones Android vous écoutent, mais ils n'ont pas besoin de vous écouter. En fait, il suffit qu'ils regardent ce que vous faites sur Internet et en fait, il peut tout savoir de vous. Donc, l'IA est capable aujourd'hui d'analyser des milliards de données en temps réel quasiment et on peut, grâce à ça, et en regardant... Il faut savoir que quand vous utilisez Gmail, par exemple, vous autorisez Google à analyser le sentiment dans les mails, donc pas exactement le contenu des mails, mais vous leur donnez l'autorisation d'analyser de quoi parle le mail. Donc, si vous vous intéressez à vos vacances, etc., ils le savent. Hein, donc oui, non, c'est d'autres IA qui vont servir de ça et on va se servir de ces connaissances sur nos clients pour créer des visuels adaptés à ces clients-là. Après, on a Sylvie qui Il y a nous une question. demande... Oui, je vois. Accès au prompt de toutes les images. Alors, le principe communautaire de Midjourney fait que quand vous promptez quelque chose et que vous fabriquez une image, elle se retrouve ici éventuellement disponible parmi les images communautaires ici. Si vous voulez que vos images n'apparaissent pas ici, il vous faut un abonnement pro. Et vous devez demander explicitement au moment de la création de vous placer ici en mode caché, stealth. Donc, il faut payer au moins $60 par mois et enclencher le mode stealth afin que vos images n'apparaissent pas dans l'espace communautaire.
D'accord. Après, il y a Euh, une autre oui, question alors, de est-ce que Sébastien, j'ai pour pas tout compris là. un visuel d'un homme, par exemple, est-ce que ça peut jouer si on lui dit pris par un canon? Je ne comprends pas la question non plus. Moi non plus. Ok, donc ça va, c'est pas moi. Pris par un canon ou Je pense qu'il y a une dans le faute de. Je pense qu'il y a une faute de frappe ou dans un quelque chose comme ça. canon, enfin l'homme canon, ça existe en spectacle. Après, j'ai eu la question, est-ce que tu partageras ta présentation, Olivier Oui, 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 oui. Non, alors j'ai essayé de la mettre en ligne là, mais il me dit elle est trop lourde parce qu'il y a des images dedans. D'accord. Comment est-ce que je peux faire? Alors, attendez, je peux la partager et mettre un lien dans le. Je vais la partager directement sur un OneDrive. Je ne sais pas si vous avez accès, si vous avez le droit d'accéder à OneDrive. Donc, je vais la mettre sur OneDrive. Normalement, elle est accessible une fois que je l'aurai partagée. Alors, ici, Alors, OneDrive. apparemment, ça serait pas un canon, mais ça serait Canon l'appareil photo. Ah! Mais je Ok, comprends pas la je comprends. question quand même. Je comprends la question. Y a pas de problème, je comprends la question. Je vais y répondre. Je partage ma présentation et alors, partager à tout le monde. Consultation possible. Alors, je vérifie que je ne fais pas de bêtises. Je vous demande une demi-seconde. Je copie le lien. Voilà. Donc, normalement, j'espère que j'ai bien copié le bon truc. Je vérifie quand même. Je vous demande une seconde. Alors, est-ce que pris par un Canon, ça va influencer Midjourney? Probablement, pas plus que photo professionnelle ou photo studio. Voilà. La manière dont Midjourney fonctionne par rapport à d'autres IA génératives comme Stable Diffusion, par exemple, c'est que l'entraînement est fait de manière différente, la notation est faite de manière différente, et du coup, les noms de marques d'appareils photo rentre dans l'addition du champ sémantique, c'est-à-dire qu'en gros, ça va... Voilà, vous avez le lien ici. Donc là, je vous ai partagé dans le chat le lien vers la présentation. Donc, l'idée, c'est que si je rajoute Canon dans un... on peut faire l'expérience. Alors, je vous ai montré en direct comment on peut faire l'expérience de manière scientifique. Ça va demander une petite notion de plus, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un paramètre qui s'appelle seed, qui permet de fixer en fait la graine de génération des images. Toutes les images, je vous ai dit, il y en a 4 milliards possibles de quadrans d'images, donc 17 milliards d'images différentes. Elles sont pas vraiment, elles sont générées de manière déterministe. C'est-à-dire, encore une fois, on fait de la mathématique ici. Hein. C'est de la mathématique pure. Et en fait, je pars d'une base pseudo-aléatoire. Et cette base pseudo-aléatoire, elle est générée à partir d'une graine. C'est des concepts mathématiques, vous embêtez pas. Tout ce que ça veut dire, c'est que là, je fixe la graine de départ et qu'en fait, en faisant ça, je crée de la reproductibilité dans le process. C'est-à-dire qu'en gros, sauf si c'est buggé, et bon, il y a quelques petits soucis avec les GPU qui, en fonction de leur provenance, ont des erreurs d'arrondi. Je ne rentre pas dans le détail, donc il peut y avoir des petits détails différents. Mais en gros, ce que je peux faire, c'est créer 2 fois la même. Là, je suis en train de calculer. Vous voyez, il calcule bien 2 fois. Hein, et normalement, il devrait faire 2 fois le même calcul. Alors ça, par contre, au niveau CO2 et au niveau... ça, je ne vous conseille pas. Hein, parce Olivier, excuse-moi, il reste 3 minutes. 3 minutes, je vais répondre à la question. Et est-ce que pour conclure, j'avais juste un mot de la fin un peu. Est-ce que tu peux dire aux communicants qui sont autour du micro et tout, est-ce que c'est pour toi Midjourney, c'est une compétence clé pour demain ou un outil indispensable? Enfin voilà. Alors, je vais juste pour finir, je vais finir ce que j'ai. Finis ta démonstration. Ok, là ça y est, ça m'a interrompu. Du coup, je sais plus ce que je voulais faire. Photo by Canon, photo. Non, je vais juste rajouter Canon du coup dans le prompt. Allez, hop. Voilà, et donc là, on va voir très concrètement ce que le mot Canon change dans l'image et on va voir si ça modifie beaucoup l'image ou pas. Donc, pour répondre à la question de est-ce que Midjourney est une compétence indispensable aujourd'hui? Oui et non. Midjourney, pas forcément. Les IA, absolument.
Donc aujourd'hui, il faut s'intéresser aux IA, il faut comprendre les IA. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les IA. Moi, je vois tous les jours les usages des IA qui sont mal utilisés, où les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Hein. Il y a des choses très typiques. Par exemple, ChatGPT, je le dis et je le répète, n'est pas un super Google. Arrêtez de poser des questions à ChatGPT, il n'est pas fait pour ça. ChatGPT, c'est un outil qui peut synthétiser de la connaissance, vous pouvez lui demander de la pédagogie, etc., mais ne lui posez pas de questions, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour travailler du texte. Hein, tout ce qui est travailler du texte, il peut synthétiser des recherches éventuellement, hein, mais pour les questions, c'est pas fabriqué pour ça. Midjourney, il n'est pas fait pour certaines choses, hein, il n'est pas fait. Alors on voit, voilà, l'effet Canon, c'est ça, c'est-à-dire rien du tout en fait. Hein. Donc, pour répondre à la question, voilà, Canon, ça ne change rien à l'image. Enfin, ça change, l'image n'est pas la même, hein, c'est un prompt différent, donc c'est pas la même image, mais vous voyez, la qualité de l'image est la même, le résultat est le même, il n'y a pas d'amélioration parce que je dis que c'est un Canon, un Nikon ou un Hasselblad. Donc oui, il faut apprendre les IA, il faut vraiment comprendre et vous intéresser à comment elles fonctionnent, utiliser ChatGPT tous les jours et ne pas savoir comment il fonctionne vraiment à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un peu dommage. On est à l'époque des premières voitures où si vous ne faisiez pas de mécanique, vous n'alliez pas très loin. Avec ChatGPT, c'est un peu pareil. Il faut faire un peu de mécanique, un peu rentrer à l'intérieur. Midjourney, ce n'est pas forcément une compétence indispensable, mais c'est super pratique comme outil de créativité. C'est un outil qui est génial. Voilà, là, j'ai des poivrons tout de suite. Je me fais pas de soucis. Je veux des tomates, des poivrons, des images informatiques, tout ce que vous voulez. Il y aura peut-être des incohérences, elles ne seront pas parfaites, ça va s'améliorer. Ça manque de rouge pour la ratatouille. Mais bon. Ah, je peux en mettre du rouge, je rajoute red dedans et j'aurai du rouge. Voilà, donc c'est des outils qui vont rentrer dans notre quotidien. Ça, c'est sûr, on ne pourra plus se passer de ces outils. Surtout que, je vais vous dire un truc, tous les jeunes aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'école, se servent énormément de ces outils de création d'images. Les nouveaux professionnels de l'image sont en train d'apprendre ces outils, savent s'en servir. Des outils bien plus compliqués que Midjourney. Et quand ils vont arriver sur le marché de l'emploi, d'ici 10 ans, ça va faire tout drôle aux gens qui n'auront pas essayé d'utiliser ces outils. Parce qu'il va y avoir une génération de gens qui va utiliser ça tout le temps. Et le métier de prompt ingénieur dont on t'en parlait, pour toi, c'est un vrai métier de demain? C'est un vrai métier, très bien payé, extrêmement rare pour certaines sociétés qui travaillent dans l'IA, comme des gens chez OpenAI, chez Anthropic, etc. Mais il n'y a pas de prompt engineer ailleurs. Voilà, il y a des informaticiens qui vont apprendre à comprendre comment on fabrique des systèmes à partir d'IA. Hein, ce sera plutôt de l'informatique avec une spécialisation IA. Mais il y a des data scientists qui comprennent et qui recherchent, qui font de la recherche autour du prompt. Hein, je vous ai dit, il y a une vraie opacité du fonctionnement des systèmes et donc on essaie de comprendre comment ces outils réagissent. C'est pas un métier courant, c'est un métier qui va se réserver à certains data scientists dans certaines unités de recherche et certaines entreprises qui développent des IA comme OpenAI, Microsoft, Anthropic. Anthropic a passé une annonce pour des prompt engineers, d'ailleurs. Si vous lisez l'annonce, vous voyez que ça s'adresse vraiment pas à n'importe qui. Hein. C'est vraiment, Olivier, on te remercie beaucoup. Ce sera le mot de la fin puisque on a atteint le timing. C'était passionnant. Merci pour tout. Voilà, on pourrait parler des heures. Hein. Voilà, n'hésitez pas, Olivier était passionnant. Donc on va essayer d'apprivoiser. On va partir en vacances et aux Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Et puis on reviendra vers vous à la rentrée, à la fois pour des learning expéditions dans le cadre du club Com B2B. On en a une prévue sur la com de crise et cyberdéfense. Parce que la cybersécurité, c'est notre facette de la data et du big data. Et on reviendra vers vous sur les idées de webinaire, mais sûrement que l'IA sera le sujet de demain. À apprivoiser, à acculturer. Merci beaucoup, Olivier. Ok, écoutez, parfait. Merci à tous. Bonne journée.